Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 l'Hebdo, une émission pour revenir sur l'actualité locale de cette semaine. Voici les titres de ce vendredi 20 janvier. Un déplacement ministériel ce matin du côté de Guyancourt. Laurence Rossignol, ministre des Familles et de l'Enfance, est rendue à la CAF de Saint-Quentin en Yvelines pour le lancement d'une nouvelle agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires. Joséphine Coleman-Berger, conseillère départementale LR, est notre invitée fil rouge pour cette émission. On parlera avec elle de l'ambition de plusieurs départements, dont celui des Yvelines, développer l'axe Seine dans le cadre du Grand Paris. Pour atteindre leur objectif, les départements ont créé notamment une association. Enfin, dans le reste de l'actualité, nous reviendrons sur le déplacement d'Emmanuelle Cos, la ministre du Logement dans les Yvelines. Retour aussi sur la cérémonie des vœux de la ville de Maurepas. On ouvre donc cet hebdo à Guyancourt avec le déplacement ce matin de Laurence Rossignol. La ministre des Familles et de l'Enfance s'est rendue dans les locaux de la Caisse d'allocation familiale pour le lancement de la nouvelle agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires. Ce nouveau dispositif doit permettre de soutenir les familles monoparentales et les parents isolés. Écoutez à ce propos la ministre au micro de Mickaël Elmidoro. On considère que 30 à 40% des pensions alimentaires ne sont pas versées aux parents qui devraient la toucher. Et bien entendu, 85% des familles monoparentales étant des femmes, je considère que le non-paiement des pensions alimentaires est une violence économique faite aux femmes. Déjà, la monoparentalité est précarisante, mais le non-versement de la pension alimentaire rajoute de la précarité et des difficultés financières. C'était leur dernière cartouche. Les 7 candidats à la primaire de la gauche ont débattu pour la dernière fois ce jeudi soir avant le premier tour qui se tiendra lui dimanche. Un débat articulé notamment autour de la sécurité sociale, de la justice ou encore du revenu universel. Une proposition phare de Benoît Hamon, le député de la 11e circonscription des Yvelines. Lui qui sera forcément attentif à son score dans son fief électoral. Écoutez-le au micro de Nicolas Dandry. Mais je le regarderai avec attention. J'espère que je serai en tête dans la 11e. Et j'espère, oui. C'est pas du tout acquis d'avance, hein, mais évidemment, je regarderai ça avec intérêt. Je vais voir si M. Fourgous fait voter contre moi et l'encours, ça va m'amuser. Mais comme de là à donner 1 euro au Parti Socialiste, je pense que ce sera trop pour lui. Bon, moi, je suis pour l'instant candidat à l'élection présidentielle. Viendra le temps de la législative et si je ne suis pas élu président de la République. Donc on en parlera à ce moment-là. Mais toutes les indications sont évidemment bonnes à prendre. Mais bon, vous savez, il n'y a pas beaucoup de surprises avec Jean-Michel Fourgous, non. Ce sera, oulala, Benoît Hamon, c'est horrible, il dépense de l'argent, Benoît Hamon, c'est le passé. Bon. Et dimanche, pour le premier tour de cette primaire de la gauche, Benoît Hamon sera opposé à 6 autres candidats que vous voyez à l'écran. Vincent Payon, Sylvia Pinel, Arnaud Montebourg, Manuel Valls, Jean-Luc Benamias et François de Rugy. Et pour savoir où voter dimanche entre 9h et 19h, vous pouvez consulter le site www.lesprimaires-citoyennes.fr. Joséphine Coleman-Berger, vous êtes notre invitée fil rouge pour cette émission, conseillère départementale, vice-présidente de Saint-Quentin-en-Yvelines et maire de Plaisir. Je voulais vous faire réagir sur ces actualités politiques les plus récentes. Est-ce que vous, la primaire de la gauche, c'est quelque chose qui vous intéresse, même si ce n'est pas votre camp politique? Est-ce que vous suivez tout de même les débats à titre personnel? Bien sûr, c'est important. Je veux dire, oui, c'est pas ma famille politique, mais c'est important. Nous sommes dans une année je pense, de transition en tout cas, et de grande démocratie. Donc il est important en tant qu'élu d'être au courant de ce qui se passe et de voir, bien sûr, ce que les candidats nous proposent. Le candidat de votre camp, c'est François Fillon. Quel sera votre rôle pour cette présidentielle? Est-ce que vous voulez vous engager à titre personnel dans un cadre local ou peut-être plus important? Quel sera votre rôle? Vous resterez... Je resterai à ma place, c'est-à-dire la place que vous avez évoquée avec mes différents engagements politiques, mais il est clair que je serai derrière François Fillon, puisque c'était le principe, bien sûr, des primaires, c'est-à-dire de suivre ce qui va se passer là, dans les semaines qui viennent. Je serai présent et je serai bien sûr auprès des personnes qui se battront pour ça sur le territoire, évidemment. L'actualité politique est
également américaine, puisque ça y est, Donald Trump est investi officiellement président américain. C'est une énigme pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de politiques du monde entier. Que va-t-il réellement faire? Est-ce que vous êtes inquiète à titre personnel? Comment vous regardez ça? De plaisir, j'ai envie de dire. Des Yvelines. Des Yvelines aussi. De France même carrément. Je pense avec une légère inquiétude. Inquiétude, curiosité, mais laissons le temps au temps. Vous savez, il y a la période de la campagne et il y a la période où on est investi. Aujourd'hui, il va l'être. Il va y avoir un retour à la réalité. J'ai l'impression, de toute façon, je pense qu'il va être fortement conseillé autour de lui et qu'il y a des enjeux aujourd'hui nationaux au niveau des États-Unis et internationaux qui vont un peu l'obliger à changer un peu de cap. D'ailleurs, il l'a déjà fait lors de son dernier discours où on sentait déjà qu'il y avait une rondeur qui ne peut, je dirais, que nous plaire quelque part. Mais laissons le temps au temps. On va voir. On passe à présent à un sujet beaucoup plus local, mais non moins intéressant, le développement de l'axe Seine. 5 départements, dont celui des Yvelines, se sont donc associés il y a plusieurs mois pour favoriser son développement touristique, économique, culturel. Et ils ont créé l'association des départements de l'axe Seine. C'était en juillet dernier. Vous étiez alors en pleine, j'ai envie de dire, découverte des problématiques, des sujets, avec quelques pistes de réflexion déjà. 6 mois plus tard, où en sommes-nous? Est-ce qu'il y a déjà des projets concrets qui ont vu le jour? Est-ce que vous en savez un peu plus sur ce que vous voulez faire ensemble? Écoutez, déjà, il y avait une prise de conscience qui était nécessaire. Cette prise de conscience est venue du Grand Paris dans la réflexion globale. Et bien sûr, il y a une évidence qui est apparue, celle de l'axe Seine, comme étant, comme vous le dites, un grand enjeu important. Les départements qui vont du Val d'Oise jusqu'aux Hauts-de-Seine, les Yvelines, l'Eure, et maintenant jusqu'au Calvados avec la Seine-Maritime, eh bien, on s'est réunis, vous l'avez dit justement, et je le concrétise, on s'est réunis pour travailler ensemble, pour voir comment nous allons développer. Il y a déjà des projets. Les projets sont importants puisqu'ils sont dans plusieurs domaines. Il y a des domaines de développement économique avec bien sûr toute une série de développements autour et le long de la Seine, mais aussi touristiques et aussi de manifestations. Aujourd'hui, on a des vrais enjeux qui sont des enjeux d'approche auprès des entreprises, auprès des collectivités, des intercommunalités, de la région, des régions, puisqu'on touche aussi la Normandie, pour pouvoir créer toute une synergie avec une vraie volonté. L'axe Seine qui traverse tous ces territoires, jusqu'à présent, c'était sous-exploité. Je vais vous dire, la Seine, elle était là, elle est là depuis toujours, mais tout ce qui s'est construit autour, à part l'industrie, les villes tournaient le dos à la Seine. C'est assez paradoxal, assez antinomique, et on vient de se rendre compte, j'exagère et je caricature un peu, que la Seine est un vrai potentiel dans tous les domaines. Et aujourd'hui, on tend à se tourner vers elle et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce fleuve extraordinaire qui mène quand même de Paris à la mer. En termes de développement économique, par exemple, qu'est-ce que vous pourriez développer autour de la Seine sur tous ces territoires? Quels peuvent être les projets qui peuvent voir le jour? Alors, si par exemple nous parlons du tourisme, puisque vous savez qu'aujourd'hui le tourisme est un vrai souci, puisqu'on dit que nous sommes en perdition touristique avec tout ce qui se passe, bien sûr, au niveau de Paris. Dans les Yvelines, on n'a pas eu de baisse extraordinaire, mais on s'est rendu compte que justement, il y avait du potentiel, des installations qui sont nécessaires aujourd'hui le long de la Seine, comme des hôtels, comme des restaurants, comme aussi des ports de plaisance qui sont aujourd'hui attendus, comme aussi toutes les balades le long de la Seine avec la V33 que nous souhaitons développer, qui est une piste touristique cyclable, parce qu'on n'a pas l'impression, mais ce tourisme-là est très puissant et les personnes qui viennent à vélo faire le long de la Seine s'installent, mangent et pourquoi pas aussi consomment. Il y a aussi un développement très important depuis 4 ans eh bien de tout ce tourisme avec les bateaux. Aujourd'hui, il y a 18 bateaux qui font le long de la Seine, qui suivent la Seine. Ça a été multiplié par 4 en quelques années et on se rend compte qu'il faut installer des ports non seulement de plaisance comme je vous disais, mais des ports aussi qui sont des ports commerciaux et des ports touristiques. Et puis, il y a l'industrie. L'industrie est présente, bien sûr, vous le savez, sur le bord de la Seine, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, on travaille également avec les ports industriels comme Aropa, qui sont du Havre jusqu'à Paris, et qui aujourd'hui sont en train de regarder comment on peut surdévelopper toute cette activité économique via la Seine et non pas via la route. L'objectif aussi des départements, est-ce que c'est aussi de favoriser le dialogue entre tous les acteurs de la vie autour de la Seine, c'est-à-dire les territoires, mais les industries, vous en parliez, les habitants, la vie locale, toute cette vie-là?
Tout à fait. On s'est rendu compte que les départements, ce n'est pas des endroits où il y a des frontières. C'est comme la Seine, ça coule. Hein. Les départements, on passe de l'un à l'autre. Le fait d'avoir créé cette association de ces départements nous permet de nous réunir régulièrement sous l'égide des présidents justement des départements pour pouvoir ensemble créer toute cette synergie, trouver bien sûr tous les axes que nous devons développer, et ça nous donne une force importante vis-à-vis de l'État, des intercommunalités, de la SNCF, de tout ce qui est portuaire, enfin, c'est-à-dire tous les acteurs qui vont être en face de nous. Ce n'est pas pour être dans un contre, au contraire, c'est pour être dans une co-construction. Et le fait d'être à 5, avec la même dynamique, eh bien, va certainement donner des résultats beaucoup plus rapides que si on était seul. C'est simple de travailler à 5 ou alors chacun a ses ambitions, ses points de vue, ses envies? Non, je trouve que c'est assez simple parce que aujourd'hui, les ambitions sont très similaires. Très similaires. Même si les territoires sont un peu différents, parce que si vous comparez les Hauts-de-Seine avec les Yvelines et les Yvelines et le Calvados, c'est pas la même chose. Mais on a les mêmes besoins. On a un besoin véritablement de développement. L'emploi, c'est aussi quelque chose qui est au cœur de notre réflexion et c'est valable tout au long de la Seine. Donc on a forcément des intérêts communs et des envies communes. Donc 5 acteurs majeurs, mais j'ai envie de dire pas 6. On se demande où est Paris dans cette affaire, puisque quand on pense à la Seine, on pense évidemment, et c'est logique, à Paris. Et Paris ne fait pas partie pour le moment du projet. Pourquoi ? Quand je vous disais grand... C'est des affaires politiques. Le Grand Paris a quand même remarqué qu'il y avait l'axe Seine. Aujourd'hui, effectivement, on peut dire que le projet s'arrête. Non, c'est caricatural. Bien sûr qu'on a des contacts aussi avec Paris. L'enjeu n'est pas tout à fait le même. Vous avez pu constater... Il faut quand même les accélérer, ces contacts, oui, aller plus loin. Oui, c'est impératif, mais vous avez constaté qu'aujourd'hui, Paris se concentre beaucoup plus sur l'intramuros, alors que nous, on essaye eh bien, de faire un lien, justement, d'ouverture et de développement. On souhaite véritablement, et on sera les acteurs de ce rapprochement avec Paris pour une intelligence de territoire qui va bien du cœur de Paris jusqu'à la mer. Pour terminer sur ce sujet, un coup d'œil peut-être sur l'agenda 2017 avec une première importante qui verra le jour en juin. C'est un festival de la Seine qui va se dérouler sur 3 jours, sur 500 km. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Écoutez, pour le moment, on n'a pas vraiment la description. Ce n'est pas parce que je veux faire la langue de bois, c'est parce que c'est en cours de construction. On a été très vite sur ce projet. Il y aura un festival au mois de juin. Oui, il y aura une manifestation importante qui va relier tous les départements. Pour en avoir parlé aujourd'hui, les choses ne sont pas tout à fait déterminées. Je vous promets que dès qu'on aura plus d'informations, je vous les donnerai. C'est-à-dire que nous avons eu la création au mois de juillet, vous le disiez. Regardez, nous sommes seulement au mois de janvier, bien sûr, tout le monde travaille, tout le monde se met en place et on essaie de voir comment on peut coordonner les choses. Et aujourd'hui, je ne suis pas très à même, et je vous le dis en toute transparence, de vous donner plus d'informations que cela. Mais je sais qu'il y aura beaucoup de manifestations le long de la Seine. Joséphine Coleman-Berger, restez avec nous. On va continuer à parler de sujets locaux avec l'actualité de la semaine. Et cette semaine a été marquée par un autre déplacement ministériel dans les Yvelines. L'État et l'association Habitat et Humanisme se sont associés pour lutter contre le mal-logement, un phénomène qui toucherait près de 3,8 millions de Français. L'accord a été signé en début de semaine à Jouy-en-Josas par la ministre du Logement Emmanuelle Cosse dans la nouvelle maison intergénérationnelle construite dans la commune. Un reportage de Mickaël Elmidoro. La ministre du Logement Emmanuelle Cosse était à Jouy-en-Josas ce mardi 17 janvier. La représentante du gouvernement a signé à cette occasion une convention d'engagement d'utilité sociale avec Habitat et Humanisme, une association qui lutte depuis 30 ans contre le mal-logement et l'insertion des personnes en difficulté. L'accord s'établit sur la période 2017-2020. C'est un engagement que le président de la République m'a demandé de renouveler, notamment en mai dernier, en me demandant de réouvrir dans les 5 ans 7500 places de pension de famille, qui sont, vous le voyez, des structures qui sont à cheval entre un centre d'hébergement et un logement pérenne. Avant cette signature, la ministre a également visité les locaux de cette maison intergénérationnelle implantée avenue Jean Jaurès. Cette dernière comprend 48 logements sur 2 bâtiments. Au total, 80 personnes devraient s'installer dans la structure d'ici fin février. La volonté du projet, c'est d'avoir une mixité. Il y a des familles normales, lambda, si on peut dire. Il y a des seniors isolés. Il y a des personnes isolées. Il y a des mamans, des familles monoparentales et des étudiants et des jeunes travailleurs.
La maison intergénérationnelle ouvrira officiellement ses portes le samedi 21 janvier. Avec cette inauguration, l'association Habitat et Humanisme dépassera les 2000 familles logées depuis sa création. Les vœux continuent sur l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Il y a quelques jours, c'était au tour de Maurepas de souhaiter la bonne année à ses habitants et différents services. Grégory Garestier, le maire LR de la ville, a adressé un bilan de l'année écoulée, notamment autour de la réhabilitation de plusieurs établissements scolaires, comme celui de la Marnière et des Friches, des travaux qui continueront sur l'année 2017. Il a aussi annoncé le projet d'un centre aqualudique. Les précisions au micro de Mélanie Poquet. Depuis maintenant un an, nous travaillons avec mes deux amis collègues maires de Coignères et d'Elancourt sur un nouveau projet parce qu'il vaut mieux détruire et reconstruire en lieu et place du site actuel plutôt que de bricoler dans une structure qui de toute façon était en fin de vie et ça coûtait même plus cher. Donc on repart sur un nouveau projet, on est en train justement de terminer le montage financier avec l'agglomération de Saint-Quentin. On a toute espérance également que les intérêts communautaires soient votés pour que le chantier soit lancé. Joséphine Coleman-Berger, vous êtes première vice-présidente de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines en charge du projet de territoire. C'est donc un sujet qui vous concerne. La piscine et plus globalement la définition des compétences de l'agglomération, ce qu'on appelle les intérêts communautaires, des compétences qui ne sont toujours pas définies. Un an après l'entrée, on va dire, en vigueur de l'agglomération élargie à 12 communes, cela veut-il dire qu'aujourd'hui l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines tourne au ralenti? Non. Il ne faut pas dire ça. Je pense que justement beaucoup de choses ont été faites depuis janvier. Les compétences obligatoires sont mises en place et on a déjà bien avancé. Notamment le traitement des déchets. Bien sûr, entre autres. Puis on travaille aussi sur les voiries. Il y a déjà des mutualisations qui se font avec les différentes collectivités et je peux vous dire que les choses avancent bien. Aujourd'hui, les intérêts communautaires dont parle mon collègue Grégory Garessier, à l'intérieur desquels bien sûr rentre cette discussion sur les piscines, pas tout à fait mature, on va dire, même si j'entends tout à fait mon collègue qui a véritablement cet enjeu de cette piscine qui concerne 3 collectivités. On a pu constater, en tout cas, après une étude, que sur l'ensemble de notre territoire, il manque véritablement de piscines. C'est une vérité. Aujourd'hui, c'est la forme, je dirais, qui manque dans la décision globale des 12 villes, de savoir de quelle façon nous allons accompagner ou intégrer dans les intérêts communautaires, par exemple, les piscines, mais il n'y a pas que ça dans le sujet des intérêts communautaires. On n'est pas au ralenti. Vous souhaitez que la majorité souhaite que cette piscine soit communautaire ? Non, je pense qu'il faut que la majorité comprenne, je dirais, l'intérêt global du territoire. Cette piscine en fait partie, comme d'autres. Certaines villes ont choisi de ne pas intégrer dans les intérêts communautaires leur piscine, parce que ça fonctionne bien, pour le moment, elles n'ont pas besoin d'être faites. On doit avoir une réflexion globale. Vous me rappelez à juste titre ma responsabilité sur le projet de territoire. Je crois que l'enjeu est là aussi. Aujourd'hui, nous avons pas de retard sur le projet de territoire. On a commencé à travailler dessus. Il nous faut une année. Jusqu'au 31 décembre d'ailleurs 2017 pour établir les intérêts communautaires par exemple. Oui, mais les intérêts communautaires, bien sûr. Le projet de territoire, il sera fait juste avant. Je pense qu'il y aura cette concomitance, bien sûr, entre les deux. Quand le projet de territoire sera en place, on sera plus à même de penser et de voir quels sont les axes véritables que nous souhaitons prendre. Et il y aura des logiques et des évidences. Mais je comprends bien qu'aujourd'hui, M. Grégory Garestier, mon collègue, s'inquiète pour ne pas pouvoir démarrer ses travaux. C'est une véritable attente. Depuis qu'il est dans sa ville, il a été obligé de fermer la piscine pour toutes les raisons que nous connaissons tous. Et c'est un véritable problème. Derrière ces sujets, il y a aussi des tensions politiques entre la gauche et la droite. Vous qui faites partie des nouvelles communes entrant dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, est-ce que vous êtes étonné de voir de telles tensions? Quel regard vous portez dessus? Parce que vous ne faites pas forcément partie de la genèse de ces tensions. Est-ce que peut-être ça vous pousse à jouer un rôle de médiateur entre gauche et droite de l'ancienne agglomération? J'essaie. D'abord, pas parce que je suis dans une ville entrante. Je connais Saint-Quentin en Yvelines depuis la genèse. Je n'y étais pas dedans, mais j'étais dans les parages et j'ai bien vu cette naissance. Il me semble, et là je n'ai pas de langue de bois, parce que depuis le départ, j'ai toujours défendu le fait que nous devions travailler à 12. Et c'est quelque chose que je revendique haut et fort. Donc quand vous parlez de tension, je vais dire incompréhension peut-être. Je vais dire décision à 2 vitesses, qui va plus vite, qui va moins vite, je n'en sais rien, je ne porte pas de jugement. Je dis simplement, et c'est ça que je voulais dans le projet territoire, c'est apprendre à travailler ensemble et travailler ensemble. Nous ne créerons pas une agglomération
ambitieuse et de grande qualité si nous ne travaillons pas à 12. En tout cas, vous semblez Donc je me fais le porte-parole. À titre personnel, vous semblez très optimiste. Pour Oui. l'agglomération en général. Oui, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que maintenant que je connais les maires, je les connaissais un peu mais beaucoup mieux, je m'aperçois que tout le monde est dans une volonté d'intérêt général et que parfois il faut savoir oublier un petit peu, je dirais, nos polémiques de parti, même si je suis dans mes valeurs de droite. Parlons de votre ville à vous, Plaisir, dont vous êtes la maire. Quels sont les projets qui vont marquer l'année 2017, l'agenda 2017 de la ville de Plaisir? Il y a la RD30, déjà, c'est un vieux projet dont on a traité cette semaine également oui. Sur l'avancée du projet. Il y a d'autres choses qui vont guider cette année? Vous avez raison, la finalité de la RD30, déjà, c'est une chose. Oui, on a d'autres projets. Les travaux d'Open Sky ont démarré. Donc là aussi, ce sont des choses très importantes. On a aussi un très gros projet qui sort, pas de terre, mais je dirais en tout cas du concept. C'est toute l'étude sur notre centre-bourg qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vision parfaite de ce que nous allons faire, de ces 20 hectares qui sont au sein de notre collectivité, qui sont encore un potentiel fort pour nos promoteurs. Et je souhaitais mettre en place ce projet-là de réflexion pour ne pas faire n'importe quoi et laisser faire n'importe quoi. Je veux avoir la maîtrise du foncier et de ce que Plaisir sera dans 15 à 20 ans. Et on aura beaucoup d'inaugurations puisqu'on avance bien et très vite. Merci Joséphine Coleman-Berger d'être venue en plateau et pour vos réponses. Dans le reste de l'actualité locale cette semaine, il y avait du bien-être avec les massages qui connaissent de plus en plus un succès fulgurant. C'est une tendance entre tension au travail, fatigue musculaire ou encore le froid persistant en Île-de-France. Et pour rester au chaud, nous sommes partis à la rencontre d'Ariel Savoyen qui dirige l'atelier de massage 5e sens à Versailles. Reportage de Mathilde Demilly et Camille Lambert. Ambiance tamisée et chaude, éclairée à la bougie, musique douce, Ariel Savoyen apaise les maux de ses patients. Cette voyageuse transmet son savoir à travers le massage. Et donc à chaque fois je me faisais masser, Thaïlande, Vietnam, enfin vraiment dans beaucoup d'endroits. Et à chaque fois en effet je me faisais masser, parce que j'aime vraiment ça. Et je me rappelle toujours d'une fois, c'était en Thaïlande, où je me suis fait masser, et ça remonte à, je dirais 20 ans à peu près. Et quand la personne m'a massée, je me suis dit, je rêverais de faire ce qu'elle fait. J'ai créé l'atelier de massage en 2011, en février 2011. Donc ça va bientôt faire 6 ans. On est à Versailles, installé à Versailles. Un échange, un geste, un mouvement et une énergie, c'est ce que communique Ariel Savoyen durant ses séances. Avec ses mains, elle décèle chaque tension cachée. Plus on masse, plus on se rend compte des tensions des personnes, donc je vous disais le sport qu'elles peuvent pratiquer, on peut s'en rendre compte aussi par la musculature, et puis surtout à chaque fois différent, et ça c'est vraiment super. Amateur ou bien client régulier, Ariel Savoyen s'adapte aux patients et propose différents types de massages. Alors vous avez le massage californien qui est le massage le plus enveloppant et le plus facile à recevoir, je dirais, qui s'adapte vraiment au gré des besoins de la personne. Après vous avez le massage ayurvédique qui est un massage d'origine indienne, qui rééquilibre les énergies, qui s'appuie sur la médecine, l'ayurveda qui est la médecine indienne. Vous avez le massage balinais, enfin vous avez X massages. Un 5e sens qu'elle a développé et qui a porté ses fruits. Ariel Savoyen est en train d'ouvrir un nouveau salon à Paris, à découvrir en février prochain. Cette semaine, nous vous avons aussi présenté le combat d'un ange, un ange nommé Nathan. Ce petit garçon de 9 ans est atteint d'une maladie neurologique orpheline et pour l'aider à aller mieux, ses parents lui font suivre notamment des traitements à l'étranger, des déplacements et des voyages qui coûtent malheureusement très cher. Une soirée est donc organisée ce week-end au cabaret du Bout des Prés de Cernay-la-Ville. Objectif, récolter des fonds pour aider Nathan. Allez, ouais. Super, Loulou. Ouais. Se lever, tenir droit debout sur ses jambes, voilà des gestes et des efforts devenus possibles pour Nathan après des mois et des années d'apprentissage. Né en novembre 2007, Nathan est un bébé alors comme tous les autres. Il pleure, joue et passe du temps dans les bras de ses parents. Les choses se compliquent en octobre 2008. Nathan devient alors sujet à des vomissements et des tremblements anormaux. Il a commencé à être dans les vapes. Il a changé de comportement, il bougeait plus trop, il fixait des choses, on ne sait pas quoi, mais il fixait des choses. Il a commencé à vomir, donc on avait pensé à une gastro, enfin voilà, c'est toujours les périodes où on se dit c'est pas grave quoi. C'est surtout quand il a commencé à se mettre à trembler, que là on a trouvé ça bizarre.
S'ensuit alors un long combat pour Nathan et sa famille, combat contre des médecins qui ne mesurent pas l'ampleur de la maladie, mais aussi pour trouver un traitement efficace. La situation de Nathan ne s'améliore réellement qu'en 2010 avec la mise en place d'un nouveau programme anti-épileptique. Un élan de solidarité et la création d'une association permettent, eux, de financer des thérapies à l'étranger. En Espagne, Nathan réapprend à tenir debout, à se concentrer, sa vie s'améliore. Problème, les stages coûtent cher, plusieurs milliers d'euros pour 3 semaines. En 2016, on a réussi à faire 2 stages en Espagne, 2 semaines et 3 semaines, sachant que 3 semaines de stage, c'est 5 000 €. Donc, on a fait également un stage d'1 semaine au centre Brain Move à Saint-Malo, qu'on a testé. On a financé des orthèses, on a financé une poussette. Enfin voilà, il n'y a pas que la thérapie en soi, il y a aussi tous les à côté, tout ce qui est médical pour l'aider au maximum. La soirée inattendue organisée le samedi 21 janvier à Cernay-la-Ville permettra de financer une partie des stages prévus cette année. Elle permettra également de continuer le combat de Nathan. Et c'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Merci de nous avoir suivis. Nos reportages sont à retrouver en replay dès à présent sur notre site internet tvfil78.com ou sur l'application mobile tvfil78. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.